Avez-vous parfois, comme moi, l'impression de ne jamais vous arrêter de penser? Vous avez l'impression que ce qui se joue dans votre tête, c'est comme un film avec la même scène jouée de manière différente. Il est vrai que grâce à nos 5 sens, nous pouvons agrémenter ce film en 3D qui se joue dans notre tête de sons, de couleurs et d'odeurs. Et grâce à notre corps, nous pouvons également expérimenter des sensations et éprouver des émotions. Vous vous dites toujours comme moi que vous aimeriez bien contrôler ce flot de pensée qui vous pousse à faire telle ou telle action qui sont déclenchées par des stimuli extérieurs. Le principal acteur de ce film, c'est nous, c'est le flux de nos pensées, de notre conscience. Bonjour, je suis Bartha Oxat, coach consultante spécialisée en résilience émotionnelle et toujours aussi passionnée de neurosciences. Bienvenue dans cette seconde capsule, les conversations avec BMB, qui sera consacrée à un sujet tout aussi passionnant qu'intriguant, qu'est-ce que la conscience? On emploie aujourd'hui le terme de conscience à toutes les sauces, comme par exemple le fait de ne pas être endormi ou d'être sans connaissance lors d'une anesthésie ou d'un trauma, ou lorsque nous portons notre attention sur un stimuli particulier, un souvenir, ou bien encore lorsque nous sommes sous l'emprise de substances qui peuvent altérer notre état de conscience, comme certains médicaments, de la drogue, des boissons alcoolisées, ou encore des troubles mentaux, la dépression, ou bien des maladies comme la schizophrénie ou Alzheimer. Comment pouvons-nous alors savoir si nous agissons en ou avec conscience? Pour approfondir ce vaste sujet de la conscience et tenter d'en définir modestement les contours, j'échangerai avec Bernard-Michel Boissier. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Bernard-Michel, c'est un neuroscientifique et un chercheur indépendant qui s'intéresse à ces sujets autour du cerveau depuis maintenant 48 ans. Comme moi, vous êtes assaillis par de nombreuses questions sur le sujet de la conscience. Est-elle notre esprit? Fait-elle partie de notre cerveau? Peut-on la définir comme l'organisatrice de notre psychisme? euh, comment la définir? Sans conscience, existerions-nous? Où se localise-t-elle? Autant d'interrogations qui restent en suspens. A-t-on aujourd'hui des éléments de réponse? Vous souhaitez connaître les réponses à toutes ces interrogations? Alors, je vous invite à nous accompagner jusqu'au bout de cette capsule pour écouter Bernard-Michel Boissier nous partager les clés de compréhension de la conscience et permettre à chacun d'entre nous de mieux se comprendre. Alors Bernard, Michel, le sujet de la conscience comme celui du cerveau, nous sommes là aussi dans l'infinie complexité. Pour tenter d'y voir plus clair, peux-tu nous expliquer avant tout qu'est-ce que la conscience, d'où vient la conscience et enfin, où va la conscience? Alors, comme tu viens de nous le décrire très, comment dirais-je, brillamment, Merci. la présentation d'un sujet qui est c'est même pas complexe, c'est d'une infinie complexité. Quand on imagine qu'un cerveau, d'abord un cerveau c'est pas tout, mais le cerveau lui-même, cette machine, elle a 10 puissance 1 million de composantes qui sont connues et qui ont été calculées aux États-Unis. Alors la conscience dans tout ça, où se trouve-t-elle? Alors qu'est-ce que la conscience? Je serais tenté de dire que ce sujet interroge l'homme depuis sa création. Qu'est-ce que la conscience? On a posé la question à un grand théologien qui s'appelait Saint Augustin, et il avait répondu: si vous ne me demandez pas ce qu'est la conscience, je sais ce qu'est la conscience. Mais si vous me demandez d'expliquer ce qu'est la conscience, je ne sais plus rien du tout en ce qui concerne la conscience. Tu as évoqué plusieurs sujets dans un sujet. D'abord, alors, qu'est-ce que la conscience? Je serais tenté de dire que c'est un sujet qui n'est pas définissable par lui-même.
puisque si nous pouvions trouver une définition à ce qui relève de l'esprit, alors ce ne serait plus un phénomène qui relèverait de l'esprit, mais qui serait matériel, qui serait une substance, comme certains le croient, puisque je crois qu'un grand nombre de personnes sont portées à croire que c'est le cerveau lui-même qui produirait la conscience. Dans mon introduction, je posais la question très simple. Est-ce que ce serait le cerveau qui est quelque chose de matériel qui produirait la conscience? Et est-ce que tu peux aussi nous éclairer quand on parle de conscience? Est-ce qu'on parle d'esprit? Est-ce qu'on parle de notre âme? Dans tout ce, est-ce que c'est quelque chose, on pense bien que c'est, tu viens de le dire, pas quelque chose de mécanique comme le cerveau? Donc, si ce n'est pas quelque chose de mécanique comme le cerveau, comment nous, on peut le concevoir? Cette question, je me la suis posée, j'avais l'âge de 13 ans. Où se trouve l'âme? Puisque on parle de, tu as évoqué le sujet de l'âme. C'était un jésuite absolument tout à fait remarquable. J'étais un petit élève, j'avais 13 ans, et il était mon directeur de conscience, et je lui ai posé la question, où se trouve l'âme? Il m'a répondu, pourquoi veux-tu que l'âme se trouve quelque part? J'avoue que je ne comprenais pas très bien ce qu'il me disait. Je m'attendais à ce qu'il me dise que l'âme allait se trouver dans le cerveau. J'avais eu un cours de sciences naturelles sur le cerveau. On avait vraiment l'impression que le cerveau était le siège de l'âme. Ceci est dit d'ailleurs dans toutes les démarches philosophiques, toutes les différentes théories philosophiques depuis le plus loin que l'on puisse remonter dans l'Antiquité. Depuis la nuit des temps, c'est ce qu'on dit, bien sûr. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, bien sûr. Alors, si la conscience, d'après ce jésuite, il me disait, mais qu'est-ce que l'âme? Et il me disait que nous, au moment de la conception, le Créateur avait remis à notre maman 2 enveloppes. Une enveloppe dans laquelle il allait y mettre la flamme de son esprit, et une enveloppe dans laquelle il allait y mettre tout ce qui allait être charnel. Et ça a été pour moi une certaine révélation, dans la mesure où donc l'âme est une enveloppe. Et cette enveloppe, elle enveloppe quoi? Elle enveloppe non pas l'esprit, mais une petite étincelle de l'esprit, et que cette étincelle de l'esprit, selon ce jésuite, allait, au moment où je devais quitter ce monde, allait être repris par le Créateur qui en était le seul et l'unique propriétaire de cet esprit et de cette flamme, et il allait la remettre dans un grand brasier ardent. Je ne sais pas si ça peut donner une idée. Alors d'abord, si on parle de la conscience, Jung nous a dit en 1928 que nous avons seulement 5% de notre activité qui est consciente. 95% serait non consciente. Donc déjà, il y a cette notion de conscience et non-conscience. La notion de conscience, elle est très particulière parce que depuis le 19e siècle, on cherche, de manière anatomique et physiologique, on cherche où pourrait se trouver l'âme dans le cerveau. Oui, est-ce qu'il y a un siège de la conscience quelque part dans le cerveau ou pas? On n'a jamais trouvé le siège de la conscience. La dernière découverte des neurosciences, qui n'est qu'une redécouverte du 19e siècle, c'est à partir du moment où il y a quelque chose de nouveau
qui est découverte dans le cerveau, ça y est, c'est le siège de la conscience. En fait, le cortex préfrontal avait été considéré depuis une dizaine d'années par les neurosciences comme étant le siège de la conscience. Alors, on n'y trouve toujours pas la moindre trace de conscience. Il faut que tu saches une chose, on trouve aucune trace de mémoire dans un cerveau. On ne trouve aucune trace de tout ce qui va être notre vie de tous les jours. Donc, si tu nous dis que on ne trouve aucune trace dans ce cerveau, elle siégerait à l'extérieur de notre cerveau, la conscience? Alors, je crois que là, on va ne plus être dans les neurosciences, mais dans la neuroscience, c'est-à-dire la science qui étudie la relation du cerveau, du corps et de l'esprit. Et de l'esprit. Mmh. Et ainsi, la neuroscience, différemment des neurosciences, les neurosciences ont beaucoup de difficultés à accepter ce que la neuroscience proposait dès le 19e siècle. C'était, d'abord, il y a une personne. Toi, tu n'es pas ton cerveau. Tu es une personne humaine. Tu es une personne, tu es un moi. Hein, quand on dit moi, ce n'est pas le moi égo, c'est tout l'ensemble de ton psychisme conscient. Est-ce que c'est ce qu'on oui. Pardon. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la conscience de soi? Alors, oui, alors cette conscience de soi, elle doit être une particularité qui est ta personne. Autrement dit, Voilà. ton cerveau, s'il n'existait pas, c'est une machine qui t'a été donnée au moment de ta conception. Et en fait, on pourrait dire que le cerveau, c'est comme, je sais pas, d'après ce que tu me dis, moi j'imagine le cerveau comme un véhicule. Et notre conscience, ce serait cet observateur ou ce conducteur, on va dire. Ce que tu viens de faire comme observation, c'est pas tout à fait juste, mais c'est pas non plus erroné. Inintéressant, on va dire. Oui, c'est le terme inintéressant. En fait, le cerveau, s'il n'existait pas, la conscience n'existerait pas. Oui, mais donc moi j'ai l'impression que quand tu me parles là, quand on échange, c'est comme si la conscience était pour moi comme si c'était un observateur de quelque chose, tu vois, qu'elle observe. Là, je ne peux pas répondre. Là, on sort du contexte dans lequel est l'ensemble de mes connaissances et de mon savoir. Hein. Parce que là, si tu veux, d'après ce que tu me dis que la conscience, sans le cerveau, elle n'existerait pas, et sans le cerveau, la conscience n'existerait pas. Donc, tous les deux sont liés, sont imbriqués, c'est ça. Et donc, ça voudrait dire que si dans mon image à moi, si la conscience était un véhicule, du moins, le cerveau était un véhicule, la conscience, ça pourrait être son conducteur. Puisque la conscience, c'est quand même des choix. C'est celle qui va me permettre de faire des choix. Là, tu parles des états et des niveaux de la conscience. Quand tu commences à parler des choix, tu es dans un état de conscience qui est conscient. Mais ce que nous étions en train de dire, c'est que, en fait, la conscience, j'ai toujours été un admirateur de Jung, bien que je n'ai jamais suivi sa voie. Mais je dois dire que Jung était un très grand visionnaire. Il était un intuitif exceptionnel. Et il rejoignait exactement ce que m'avait dit ce jésuite à l'âge de 13 ans. Il m'avait dit, et il a écrit dans L'homme à la découverte de son âme, puis il l'a repris aussi dans L'homme et ses symboles, qui est le dernier ouvrage, la dernière partie de cet ouvrage qu'il a écrit avant
de quitter ce monde. Il faut savoir que Jung disait, avant même que l'être humain soit conçu, son inconscient était déjà là. Autrement Ouais, dit, tu nous avais dit la dernière fois, voilà, tu nous avais dit, pardon, je te coupe, la dernière fois, tu nous avais dit qu'au 28e jour de la conception, on reçoit déjà des flux d'informations. Oui, mais là, on est au niveau du cerveau. Là. Maintenant, du cerveau. Avec la conception, on est avant la construction du cerveau et du corps. Avant, donc, cette mise en place de la conscience au niveau du cerveau, dans une corrélation. C'est pas simple, hein, ce que nous évoquons. Ce qui est très important, c'est que pour Jung, avant même que nous soyons conçus, c'est-à-dire dans simplement l'intention de la conception, l'inconscient était déjà là, et il y avait une mémoire de l'inconscient, et que c'est de cet inconscient qu'allait jaillir la conscience. Donc on voit que ça n'a rien à voir avec le cerveau. Mais bien sûr que si le cerveau n'était pas là, il n'y aurait pas la prise de conscience. Il n'y aurait pas En fait, j'ai l'impression que quand tu décris tout ça, ça m'amène à réfléchir. J'ai l'impression que c'est un peu comme dans l'univers, en fait. Oui, du néant. Voilà. C'est-à-dire, en fait, on va retrouver dans le cerveau les mêmes proportions que l'on trouve dans l'infiniment grand. L'infiniment petit, c'est beaucoup plus difficile. En fait, voilà, c'est ça que j'avais en tête, tu vois, en termes de ratio. Alors, si tu veux, il y a eu une comparaison qui a été établie, et je n'y suis pas complètement étranger, je te le dis tout de suite, puisque j'ai participé avec des astrophysiciens à une comparaison entre ce que l'on connaissait de l'univers, c'est-à-dire l'univers galactique. Attention, ce n'est pas le mot univers qui est véhiculé un petit peu partout, à droite et à gauche, dans les séminaires de développement personnel. Non, c'est l'univers galactique. On va être frappé d'une correspondance à laquelle personne n'avait songé. En effet, on trouve dans l'univers connu, l'univers galactique, on trouve 5% d'atomes, c'est-à-dire ce qui est tout à fait de la matière, de la substance, qui est prouvable, démontrable et mesurable. Et le reste, voilà, c'est... Alors, il y a 5% dans le cerveau qui est prouvable, mesurable et démontrable par les moyens de mesure de l'activité électrochimique et électromagnétique que développe le cerveau. Donc, attention, n'oublions pas que le cerveau, ce n'est pas une unité transcendantale. C'est une entité qui est constituée de matière et de substances organiques et biologiques. Mais malgré tout, on est dans un univers matériel avec le cerveau. Par lui-même, c'est une machine. Alors, c'est une machine qui n'est pas une machine parce que les composantes sont vivantes, mais qui fonctionne exactement comme une machine. Ce que je vais te dire justement à ce sujet, c'est 5% des atomes, on trouve 5% d'atomes dans l'univers galactique. Donc, et on va trouver 5% d'une activité consciente qui est mesurable, démontrable, prouvable. Par contre, les astrophysiciens vont nous parler de 20% derrière ces 5%, il y aurait 20% de matière noire. La matière noire, elle n'est ni visible, ni prouvable, ni démontrable, ni mesurable. Mais, voici ce que te disent les astrophysiciens, elle ne peut pas ne pas exister. Car si elle n'existait pas, cette matière noire, il n'y aurait pas la cohésion entre les galaxies. Alors, est-ce que le cerveau a aussi ces 20%? Eh bien oui. C'est pour ça, tu vois, c'est ça qui m'a fait dire qu'il y a quand même une corrélation, on va dire, un parallèle. Je vais très étonner les astrophysiciens
pour dire, mais attendez, c'est étonnant, parce que dans le cerveau, vous allez trouver 20%, mais 20% qui ne seront ni visibles, ni prouvables, ni démontrables, ni matériels. Et elle ne peut pas ne pas exister. C'est ce qu'on appellerait les 20% d'activité subconsciente du cerveau. Autrement dit, 5% serait l'activité consciente. 20% serait une activité subconsciente, c'est-à-dire un peu conscient et beaucoup non conscient. C'est ce que tu disais la dernière fois, c'est l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire avec C'est l'inconscient. l'intermédiaire. Alors, mais l'astrophysique continue, l'astrophysique dit il y a 70% de. Oui, je crois qu'il restait 70%, même 5, 75%. 75% sont complètement irréels. Ils sont immatériels, ils sont improuvables, ils sont indémontrables. Et c'est la non-conscience. Alors attention, il y a une grande partie des astrophysiciens qui ne l'acceptent pas. C'est ce qu'on appelle la force primordiale de la vie. D'accord. En effet, dans l'infiniment grand, on retrouve la force primordiale de la vie. On retrouve 75%, c'est complètement dans une non-conscience. C'est improuvable, c'est indémontrable. C'est un sujet de croyance et non de démonstration. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la fonction inconsciente de la conscience. On va voir qu'il y a en effet cette comparaison. Avec la physique quantique, c'est autre chose. Hein. La physique quantique, c'est l'infiniment petit, c'est ce qui est submoléculaire, subatomique. Est-ce que véritablement, est-ce que la matière est de la conscience? Alors ça, tu vois, je vais te dire, je n'en sais rien. J'en sais rien et je ne me lancerai pas dans un sujet aussi sensible qui va nous amener dans tout ce qui est quantique, etc., etc. Voilà. Voilà ce que je veux te dire. Mais tu vois la comparaison. Alors maintenant, est-ce que, ça a été la question, on m'a posé la question, est-ce que l'univers a une conscience? Je dis là, je ne peux pas répondre. Quand on sait ce qu'est la conscience chez l'être humain, alors il est difficile d'y établir une comparaison. Et alors, est-ce que, c'est bien, tu me fais une belle transition, mais ma question à moi, c'est, tu as essayé de nous définir un peu qu'est-ce que la conscience, mais est-ce qu'il existerait, donc là tu parlais de l'univers, est-ce que l'univers a une conscience, mais est-ce que déjà il existerait entre humains une conscience collective? Ah oui, absolument. Mais comment elle se définirait, cette conscience collective? C'est pas une conscience. La conscience collective, attention, elle est dans les 5% de l'activité consciente. Oui. Mais il existe dans les 75% ce qu'on appelle un inconscient collectif. Un inconscient collectif. Et Voilà. qui nous relierait les uns les autres. Mais attention, si nous sommes de la même descendance, autrement dit, si c'est une personne complètement étrangère à moi, je n'ai aucun rapport avec mon inconscient et l'inconscient de la personne. Alors maintenant, est-ce que les cerveaux communiquent entre eux? J'en sais rien. Je ne sais pas. Est-ce que les individus communiquent entre eux? Ah, ça, assurément. Autrement dit, il ne faut jamais oublier une chose, et ça, je crois que c'est très important parce que ça fait partie de notre sujet d'aujourd'hui. Il y a la personne et il y a la machine. La personne, c'est elle qui est intelligente. La machine n'a aucune forme d'intelligence. Elle est incapable de trouver le sens de ses propres actions, alors que je le lis tous les jours dans des revues de vulgarisation sur le cerveau. C'est complètement erroné. Que de choses erronées. Nous pouvons, ce cerveau, il attire le mystère, c'est évident. Est-ce qu'il est mystérieux lui-même? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il soit mystérieux. On connaît, alors on ne connaît pas tout du cerveau. Ça me rappelle, je ne sais pas si je peux te citer ça, il y avait un grand neuroscientifique
qui est décédé dans les années 90, que j'ai connu, qui s'appelait John Eccles. John Eccles est celui qui a découvert les synapses dans l'activité neuronale. Ça a été une révolution. Hein, voilà. John Eccles était un des plus grands spécialistes du cerveau et du système neuronal du monde. Dans les années 90, il est interviewé par la BBC. Et le directeur de la BBC lui dit, mais professeur, bon, on va être très simple. Très simple avec le cerveau. Monsieur John Eccles a esquissé un grand sourire. Et il lui a dit, je vous écoute, monsieur. Nous connaissons tout, bien sûr, du cerveau aujourd'hui. Il a dit, écoutez, ouf. Alors, rien que de vous entendre à me dire que nous connaissons tout de notre cerveau aujourd'hui, ça me donne un véritable vertige. C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit, voyez-vous, je vais vous décevoir. Et je vais probablement décevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Aujourd'hui, la recherche sur le cerveau, aussi prodigieuse paraît-elle, avec des moyens d'exploration qui sont de plus en plus sophistiqués, j'aurais sans aucune difficulté vous dire que la recherche sur le cerveau dans les neurosciences, elle est l'équivalent de ce qu'était la connaissance de l'astronomie à l'époque de Newton. Autrement dit, ça veut dire que nous sommes, mais il a dit, mais monsieur, mais arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte. Donc face encore à un inconnu, quoi. Nous sommes dans les balbutiements. Non, voilà, c'est toujours l'inconnu. Connaissance de ce cerveau. Et il a ajouté quelque chose, et je pense que ça va pouvoir, je pense, intéresser ceux qui vont nous suivre. C'est très simple. John Eccles dit, écoutez, quand vous dites qu'on connaît tout du cerveau, eh bien, je peux vous dire qu'on ne connaît pas tout du cerveau d'une souris. Il a dit, pardon, d'une souris. 70 millions de neurones. Nous, c'est 100 milliards de neurones. 5000 milliards de cellules qui assistent en permanence ces fameux neurones dont tout le monde parle partout. Et alors, ma question, tu me fais une belle transition encore sur, tu évoques la souris, mais est-ce qu'on peut se dire que dans tout système vivant, y a-t-il une conscience, dans la mesure où c'est un organisme vivant? J'ai 48 années d'expérience. Le cerveau avec... la souris, est-ce qu'elle a la conscience ou pas? Un petit chien? Oui, mais c'est pas pour rien si je te dis ça, j'ai 48 années d'expérience entre la corrélation, la relation qu'établit le cerveau avec la conscience. Pourquoi la souris, pourquoi le vivant, attention, il ne faut pas confondre le vivant de l'espèce animale avec ce qui est vivant autour de nous, le végétal. Tout à fait, moi je parle, voilà, on va dire tout le système. Mais je pense, je suis intimement convaincu que le petit chat qui est à côté de moi, là, qui a 150 millions de neurones, on est loin de nous. Hein. Et qui s'appelle comment? Alors, elle s'appelle Papillon. Elle s'appelle Papillon, c'est mignon. Il m'a dit le nom de Papillon parce qu'en russe, Papillon, c'est une femelle. Et Papillon, c'est un nom féminin en russe. Et comme ma fille, elle est à la fois russe et française, voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est justement ça. Ce petit chat, est-ce qu'il est conscient ou est-ce qu'il n'est pas conscient? Il est conscient d'exister, mais attention, il a une conscience d'existence de chat. Il n'a pas une conscience d'existence humaine. Et cette conscience d'existence de chat va naturellement être l'apanage de ce petit chat. Mon chien, il a
une conscience de chien. Est-ce que les animaux rêvent? Et bien sûr qu'ils rêvent. Est-ce qu'ils ont conscience d'exister? Ça, c'est encore un autre domaine. Ils ont conscience d'exister en tant que chat, mais ont-ils conscience d'exister en tant qu'être vivant? Là, on a dépassé le stade de la vie animale. Autrement dit, est-ce que l'animal a la conscience de la mort ou pas? Je peux te dire que 20 années d'études avec des animaux comme les chevaux n'ont pas la conscience de la mort. En effet, pour avoir conscience de la mort, il faut être conscience de vivre. Autrement dit, c'est la mort qui nous rend conscients d'être vivants. De notre Jamais, d'être en jamais. vie, quoi. Et c'est pour cette raison que, par exemple, les personnes qui proposent des techniques comme s'il existait des techniques de méditation, en fait, la méditation, c'est une démarche qui est presque pratiquement du même niveau que la prière. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à nous prouver que la méditation pourrait nous rendre dans un éternel présent. Mais si En fait, c'était ma question. J'avais une question là-dessus. C'est qu'est-ce que les états de conscience modifiés? Alors, les états de conscience modifiés, tu as chaque niveau de conscience a son état de conscience. Autrement dit, le cerveau, quand il est en mode conscient, il produit un état de conscience conscient, ce qui nous rend conscients d'être conscients. Ensuite, quand il change de niveau de conscience, le cerveau produit un état de conscience. Autrement dit, il ne faut pas confondre la conscience, qui est un phénomène totalement immatériel, totalement indéfinissable, avec l'état de conscience qui est, lui, mesurable, qui est vérifiable, que l'on peut contrôler. Alors, en effet, qu'est-ce que c'est que les états de conscience modifiés? Eh bien, nous avons des états de conscience ordinaires, pour être simple. Les états de conscience ordinaires, c'est les 5%. Ensuite, les états de conscience modifiés, ce seraient ces fameux 20% qui suivraient les 5%. C'est-à-dire que la conscience... Donc, c'est subconscient. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que subconscient? C'est un état modifié que le Modifié de cerveau a conscience. produit pour D'accord. pouvoir s'adapter dans un autre univers. Là, je parle d'univers, là. Dans un autre univers que l'univers conscient. Autrement dit, je vais te donner un tout petit exemple. On est dans un ailleurs. Alors non, pas du tout. Ah non, non. Non. On serait dans l'ailleurs, dans les 75%. D'accord, oui, quand on sera dans la non-conscience, mais dans le subconscient. Voilà, les 20%, par exemple, c'est la dimension créative de l'être humain. Ça serait dans cette dimension-là. Et si tu veux, le cerveau va changer d'état de conscience à chaque fois qu'il va modifier son niveau. Autrement dit, Quand on dit qu'on est dans le flow, quand on est dans... Le flow, est-ce que ça te parle? Non, ça ne me parle pas. Par exemple, un joueur Oui, de haut niveau, oui, je vois. quand il est, voilà. Donc, on dit souvent qu'il est dans le flow, c'est-à-dire qu'il est pile poil dans la zone où il maîtrise toutes ses habiletés, toute la technicité. Oui. Donc là, lui, il est dans quel état? Il est conscient, il est... Tu as... Oui, je vais t'en parler, ça, parce que je connais très bien ce sujet-là, et notamment l'orgasme féminin. Tu es dans un ailleurs. Alors, en effet, ce que tu viens de dire pour le sportif de haut niveau, pour un conférencier aussi. Oui, l'état de flow. Le cerveau va, comment dirais-je, amener la conscience à changer d'état. Et à partir du moment où on va dépasser les 20%, on va arriver dans ces... Attention, il faut être très prudent avec les pourcentages, hein, mais on est maintenant dans un autre état qui n'est plus du tout ni un état conscient, ni un état subconscient,
on est dans un état de conscience sans conscience. Autrement dit, la personne, elle est là dans une espèce d'univers comme s'il était ailleurs, mais avec des réponses instantanées aux situations. Et alors, on a étudié le phénomène à la faculté de médecine d'Harvard. En effet, c'est un dégagement instantané d'un gaz que l'on connaît, qui s'appelle le monoxyde d'azote, à un niveau hyper infinitésimal, vu la toxicité. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que sinon… On sait que ce gaz est produit, il est produit par une région du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Très bien. L'hypothalamus le fait produire par la glande pinéale. Et quand ce gaz se répand dans le cerveau, la personne n'est plus du tout dans une conscience consciente. Mais la personne est toujours très présente. Ainsi, le gaz, quand il se répand à une vitesse vertigineuse, beaucoup plus rapide que l'influx nerveux. Et ce qui fait que lorsque nous avons une libération instantanée de monoxyde d'azote, nous avons pratiquement le transfert d'informations d'un point à un autre, du cerveau jusqu'à la plus petite cellule, en une fraction d'instant. Oui, de manière instantanée, quoi. Instantanée, mais vraiment instantanée, c'est-à-dire que je pense que ce dégagement gazeux est supérieur en termes de vitesse à la vitesse de la lumière. Et en une fraction d'instant non mesurable, c'est-à-dire dans l'instant même, ce gaz est capable de faire le travail de traitement d'information des 100 milliards de neurones en même temps. C'est voilà. Juste énorme, ça. J'ai étudié ça pendant 20 ans. Et donc, et on a rejoint d'ailleurs, et c'est ce travail que j'avais fait avec une équipe d'Orsay et de Saclay, c'est-à-dire le commissariat d'énergie atomique, et on avait, avec la faculté de médecine d'Harvard, en effet, ils ont découvert que c'était un dégagement instantané de monoxyde d'azote qui provoquait l'orgasme féminin. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est que là, je vais dire maintenant, c'est pas seulement l'orgasme féminin, c'est un orgasme cérébral. Donc aujourd'hui, tu as des conférenciers américains qui reprennent ce terme. Hein. C'est un véritable… Qu'est-ce que c'est qu'un orgasme ? C'est passer d'un état dans un autre par un ailleurs. Voilà, je crois que peut-être… Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ou est-ce que… Ah ben non, c'est très clair et très passionnant parce que là, on apprend quand même pas mal de choses. Donc, l'orgasme, il serait plus dans notre cerveau et enclenché parce que… Il est dans notre cerveau. Pardon ? Il est dans notre cerveau, mais enclenché par ce fameux gaz. Voilà. Et la personne, c'est elle-même qui va réagir. C'est pas le cerveau. Le cerveau, lui, il va provoquer la libération du gaz, c'est lui qui le fabrique. Pour quelle raison ? Mais parce que quelque part par là, la personne, elle va ordonner à son cerveau, mais sans conscience. Autrement dit, on va diriger notre cerveau en état conscient, on va commencer à piloter notre cerveau en état subconscient, et on va guider notre cerveau en état… Eh bien alors, tu vois, ma transition, elle se fait par rapport à ce que tu viens de nous décrire. Alors, comment fonctionne le traitement de l'information, ce que tu viens de nous décrire ? Est-ce que le conscient est suffisant ? Et a priori, ce que tu viens de nous dire, c'est que le conscient n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a les 3 états qui se mettent en route pour traiter l'information. C'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment passionnant quand même. Hein. Voilà. Ça veut dire que quand on parle, par exemple, je crois qu'on avait à la première… capsule. Voilà, en capsule, j'aime pas ce terme. Oui, le premier épisode, on va dire. Bon, le premier épisode.
Et le deuxième épisode, je crois, d'ailleurs même. Hein. Les Oui, deux oui, premiers oui, tout à fait. épisodes Mais les 2 premiers épisodes. ont abordé ce sujet. Mais on est allé beaucoup plus loin aujourd'hui. C'est-à-dire, alors en fait, instantanément, lorsque nous sommes en présence d'une information, d'abord,